Bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Je suis Jenny Rachel, je cherche à promouvoir les talents et à vous présenter le panorama des associations francophones. Vous avez déjà entendu parler de l'association Zurich Accueil ? Vous vous demandez comment ça fonctionne et si c'est pour vous ? Pour répondre à toutes ces questions, je vais à la rencontre de deux des représentantes de Zurich Accueil, sa présidente, Claire Levenstein, et sa secrétaire générale, Isabelle de Domenico, qui vont tout vous dire sur Zurich Accueil. Claire et Isabelle, bonjour. Bonjour Jenny. Bonjour Jenny. Merci de votre temps et de vous prêter à ce jeu du podcast. Alors on va vous entendre à tour de rôle peut-être, et en seconde partie en apprendre un peu plus sur vous et sur votre parcours jusqu'à Zurich. Mais d'abord, vous pouvez présenter votre association, Zurich Accueil, vos actions, vos activités, et à qui cela s'adresse ? Le format accueil, c'est une structure que l'on retrouve dans beaucoup de villes. Quel est le cadre de ce format et comment ça fonctionne ? Alors, en fait, Zurich Accueil est ici en Suisse une association de droit suisse, un peu type loi 1901. Et on a affilié à un grand réseau qui s'appelle la FIAF, qui est la Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés, qui comprend environ 250 accueils, environ 10 000 bénévoles et presque 100 000 membres. Voilà, le but de ces accueils partout dans le monde, c'est d'apporter les informations nécessaires pour l'installation des nouveaux expatriés, aider à leur intégration, leur proposer des rencontres, des activités multiples, et donc établir un réseau qui permet aux nouveaux arrivants de bien se sentir dans leur nouveau pays et de faire rapidement des liens avec d'autres Français et d'autres francophones. Donc ça s'adresse aux nouveaux arrivants, tu dirais ? Oui, alors en fait, ça s'adresse aux nouveaux arrivants. C'est pas délimité hommes, femmes ou bien... Voilà, ça s'adresse aux familles. Aux familles, souvent, les personnes... Enfin, il y a aussi des cas de jeunes professionnels qui arrivent seuls. Mais Zurich Accueil, ça s'adresse à tous les nouveaux arrivants. Il se trouve qu'on a beaucoup de familles avec enfants qui arrivent dans la région de Zurich. Il y a beaucoup de Français et francophones. Et ça s'adresse à eux. Est-ce que tu peux me décrire le type d'activité que vous proposez ? Alors, on propose toutes sortes d'activités. Je dirais d'abord, en temps normal, on propose des rencontres dans le cadre de dîners, de cafés, de déjeuners. On propose aussi des activités culturelles comme des visites guidées. On propose des activités linguistiques comme un café en allemand. Des rencontres cinéma. On a quelqu'un qui nous choisit des bons films sur Zurich et... on a aussi toutes sortes d'activités sportives, sportives entre guillemets, ou plutôt d'extérieur, qu'on a développées à cause de la période difficile qu'on traverse actuellement. On avait beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc, on avait quelques randonnées, mais maintenant, on a d'autres, ce qu'on appelle des balades urbaines. Donc, on se promène dans une ville à la découverte un petit peu sans guide. En fait, c'est l'organisatrice qui fait le guide, et ça peut être aussi des balades, ce qu'on appelle nature, donc au bord d'un lac, à l'extérieur, dans une forêt, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé un peu plus récemment pour éviter de se retrouver à l'intérieur, puisque ça n'est plus possible en ce moment. D'accord. Est-ce que si on est francophile, mais pas forcément très francophone, si on ne vient pas de France, de Belgique ou de Suisse romande, on peut se joindre aux activités ? Tout à fait, parce qu'en fait, on a un certain nombre de francophiles qui sont également francophones parce qu'ils parlent bien sûr la langue, et ça c'est quand même le lien pour pouvoir parler entre membres. Mais on a des Italiens, on a des Allemands, on a également des Suisses, on a d'autres nationalités. Bon, c'est vrai que le lien c'est quand même le français puisque tout se passe en français, à part peut-être une conférence. Voilà, on a organisé récemment une conférence en ligne qui était en anglais. On organise des visites guidées qui peuvent être en anglais. Mais a priori, quand même, le lien, c'est quand même la langue française. Ouais. Et plutôt des activités de jour ? On développe plutôt, évidemment, dans la journée. Mais il peut arriver qu'on fasse, en temps normal, des dîners, des cocktails, des rencontres autour d'un verre. Et c'est pour le soir, c'est pour les personnes qui travaillent aussi, qui ne sont pas libres dans la journée. Donc, ça n'est pas seulement le jour. Donc, il y en a pour tout le monde. On essaie de développer pour tout le monde. Voilà, que tout le monde puisse se joindre à un moment ou à un autre. Excellent, ça donne envie. Alors toutes les deux, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association ? Comment y avez-vous été introduite ? Isabelle peut-être ? Donc moi, en fait, ça fait 11 ans que je suis arrivée à Zurich. Et j'avais encore une amie que j'avais connue précédemment à Zug, qui vivait alors à l'époque à Zurich, et qui m'a tout de suite dit « fais les visites culturelles, donc des visites guidées dans la ville notamment ».
pour justement tout de suite se repérer, comprendre où on vit, la ville, découvrir les quartiers, etc. Et donc j'ai très vite participé à ça, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Et donc je suis rentrée assez vite dans l'équipe qui organisait les visites, au départ comme simple animatrice. Et puis après 1 an, on m'a demandé de prendre la coordination de cette équipe, ce que je fais toujours depuis 10 ans. Et Bravo. voilà, et puis je suis maintenant donc devenue secrétaire générale depuis septembre, mais ça c'est encore un nouveau challenge. Super. Donc Voilà. on peut augmenter en leadership. Une vraie carrière. Et Claire, toi, ça fait combien de temps que tu es dans Zurich Hacker? Alors moi, je suis arrivée à Zurich en fait en juin 2017 et D'accord, c'est récent. Avant, j'avais adhéré à l'association parce que je savais que ça existait, ces accueils à l'étranger, sur le modèle des accueils des AVF, en fait, des accueils des villes françaises. Et je me suis dit que c'était une bonne façon. J'arrivais sans enfant, ma dernière venait de passer le bac. Et donc, c'était une bonne façon pour moi de m'intégrer, de rencontrer d'autres Français francophones. Et donc, j'ai commencé au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, à faire quelques visites culturelles dans l'équipe d'Isabelle. Et voilà, et puis j'ai eu envie de m'engager un peu plus. Il y avait un changement de bureau, et donc j'ai proposé de prendre la présidence. Et ça s'est fait comme ça. Ah, excellent, mais en tout cas, c'est grâce au rayonnement du nom de l'association et aussi parce que tu en avais la connaissance. Ce Oui, qui n'est tout à pas fait. le cas Je de tout le savais monde. avant, alors que c'était ma première expatriation, Mhm. que ça existait, ce réseau de la FIAF. Ouais. Et quelles sont donc vos responsabilités? Donc toi, tu es la directrice. Alors, je suis présidente, en fait, de Présidente, l'association, voilà. Mhm. donc totalement bénévole, comme tout notre bureau, comme tous nos bénévoles. Hein. Ça te prend beaucoup de temps. Alors, Qu'est-ce que en ce tu moment, dois ça me faire? prend beaucoup de temps parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps, ça fait 3-4 mois. Et voilà, la gestion de notre site, la coordination de plusieurs choses, des nouvelles activités à imaginer, à lancer en cette période difficile, reprendre des contacts avec des sponsors. En ce moment, ça me prend beaucoup de temps. Mais bon, j'espère qu'une fois qu'on sera bien lancé et que chaque membre du bureau aura aussi trouvé sa place et ça roulera tout seul. En tout cas, ça roule déjà, ça fonctionne très bien. J'ai assisté à plusieurs activités, au café de rencontre, au café biblio, en ligne. Oui. Ouais, c'est vraiment super pour rencontrer des personnes. Et quant à toi, Isabelle, quel est ton investissement? Quel travail tu fais en amont? Alors moi, en fait, en ce qui concerne les visites culturelles, ça consiste essentiellement à planifier donc pour l'année le nombre de rendez-vous, de visites qu'on va faire, de rechercher des nouvelles idées. Mais donc j'ai une équipe de 5 maintenant, bientôt on sera 6, donc pour gérer ça. Et donc faire tout le planning de l'année, chercher des idées au moment où on fait le planning, mais aussi continuer à regarder ce qui se passe, s'il y a des expos intéressantes qu'on peut ajouter au programme. On essaye aussi maintenant de proposer plus de visites le week-end pour justement aussi permettre à des papas qui travaillent la semaine, qui n'ont pas l'occasion de venir en semaine, de participer aussi. Et donc en fait, une fois qu'on a fait le planning, on se répartit la tâche et donc c'est pas si lourd parce qu'on a environ, je dirais, maximum 5 visites par an chacune à organiser. Alors là, en ce moment, on a un peu intensifié le programme, donc ça demande un peu plus de temps. Et puis, on a développé aussi une petite newsletter culturelle pour ceux qui s'intéressent justement à ce qui se passe à Zurich ou pour donner des infos vraiment culturelles sur la ville de Zurich, les traditions, des choses comme ça, pour nos membres. Mais je dirais que ce que je dis toujours à mon équipe, c'est que ça doit rester un plaisir. Chacune doit pouvoir le faire en fonction de ses disponibilités et de ses activités, etc. à part, et surtout de ses envies et du temps qu'elle a envie de mettre à disposition. Oui. Je dois dire que quand je vous ai rencontré, j'ai senti aussi cette spontanéité. Et il y avait quelqu'un qui proposait des cours de couture, une autre des cours d'allemand, etc. Et on sentait qu'elle le faisait par plaisir d'échanger, de transmettre. Et en fait, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a une connaissance de quelque chose peut aussi vous contacter pour... Bien sûr. Bien sûr, on a toujours besoin de nouveaux bénévoles et de gens qui proposent des nouvelles activités. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche en permanence. D'accord, donc l'appel est lancé. Oui. Si vous avez des bonnes volontés, un peu de temps et quelque chose à partager. Exactement. Ouais. Justement, au niveau des liens sociaux et des liens d'amitié qui se tissent au sein de vos activités,
qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quel est, bon, donc le point commun, c'est le français, mais au-delà de cette communauté de langage, quel est le point commun? Qu'est-ce que les gens en recherchent? Alors, je dirais que les liens sociaux et d'amitié, c'est le sens même de notre activité et ça marche. Voilà, c'est grâce à Zurich Accueil que les personnes qui arrivent, ou même celles qui sont là depuis longtemps, peuvent renouer des liens sociaux entre Français francophones et des liens d'amitié. Donc, Zurich Accueil, ce sont les liens sociaux et d'amitié. Alors, en ce qui me concerne, j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait des amis et un cercle d'amis grâce à Zurich Accueil. C'est vrai qu'on est dans un pays dont on ne parle pas la langue, même quand on parle un petit peu allemand, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est vrai que le réseau des Français et des francophones... c'était très très appréciable d'avoir pu compter sur ce réseau. Oui, moi je dirais aussi que c'est surtout le langage qui unit les gens, mais aussi le fait qu'on propose des activités quand même très variées. Chacun peut aussi se retrouver en fonction d'affinités communes. Et ça, je pense que ça aide aussi dans la façon de tisser des liens. C'est que si on est passionné de cinéma et qu'on se retrouve régulièrement autour d'une séance de cinéma ou qu'on adore les visites culturelles et qu'on est passionné par l'art, et bien justement, on va rencontrer des gens aussi en fonction du type d'activité qu'on propose. Et je pense que ça aide aussi à créer du lien social. Absolument. Je dirais que le point commun, bien sûr, de tout le monde quand on arrive, c'est d'être peut-être un peu isolé avec sa famille. Ça, c'est très important, justement. C'est la motivation de mon podcast aussi. Et donc, le fait de rentrer dans ce réseau, Zurich Accueil, ça aide énormément. D'abord, on apprend à découvrir. D'autres nous font découvrir, nous font partager ce qu'ils connaissent par les activités, par les balades. Et pour certains, ça donne envie, en ce qui me concerne, de faire partager à d'autres, à ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas encore. Et ça, c'est le but de Zurich Accueil. Et je dirais aussi pour les personnes peut-être un peu timides ou en retrait ou qui viennent d'arriver et se disent... Bon, le lien social va peut-être se déclencher avec mes voisins ou mes collègues de travail. N'attendez pas forcément que ça arrive parce que c'est pas évident. Et il suffit de venir et puis les gens de Zurich Accueil elles sont toutes très accueillantes, des hôtesses d'accueil. Donc, et ça se fait tout seul en fait. Il faut aller chercher, il faut quand même sortir de chez soi. Exactement. Et faire ce travail-là. Le lien ne sera peut-être pas très facile avec les voisins, même s'ils sont souriants, cordiaux. C'est vrai que c'est autre chose. Donc c'est une belle ressource, Zurich Accueil. À nouveau, à propos de l'association, donc je voudrais un peu en savoir l'historique, l'organigramme actuel. Voilà, tant que vous avez le micro, si vous voulez parler de vos amis et collègues. Bien sûr. Donc en fait, l'association existe depuis 1998, donc 22 ans déjà. Je pense que Claire est la 7e présidente, si j'ai bien compté. Et on a eu en fait essentiellement des femmes présidentes. Il y a eu un homme pendant 3 ou 4 ans, je pense, et une Belge aussi pendant quelques années au début. Donc, bon, c'est quand même une association qui est là depuis de nombreuses années. On a fait récemment un sondage qui montre que 30% des membres sont membres depuis plus de 5 ans, ce qui veut dire qu'on a aussi des gens fidèles quand les gens restent à Zurich. Je pense qu'ils sont contents de continuer à participer aux activités qu'on propose. On a donc 170 membres, 170 familles en fait qui sont membres pour le moment. Au niveau pratique, alors je voulais exposer, mon rêve, ce serait d'ouvrir peut-être un local dans lequel tous les Français puissent se rendre à n'importe quel moment de la journée, plus ou moins, un endroit qui fasse café, bibliothèque, justement rencontre pour les activités, aussi pour les entrepreneurs francophones de Zurich qui essaient de lancer. Donc on voit passer sur Facebook les brioches, les croissants, et voilà, peut-être simplement un espace où tout le monde puisse se retrouver, une adresse. Alors, je sais qu'il y a chez Mamie maintenant, mais peut-être un endroit plus culturel aussi, où on puisse s'asseoir, etc. Et justement, que pensez-vous, que penses-tu, Isabelle, de cette idée d'avoir un local? Est-ce que pour vous, ce serait un point de chute pratique, agréable pour vos activités? Alors, je pense que la communauté francophone à Zurich est vraiment importante, et de plus en plus, j'ai envie de dire. Et donc, dans ce sens-là, oui, ce serait un bel idéal d'avoir un genre de centre culturel, si je comprends bien le projet que tu as. Oui, donc je pense qu'effectivement, un lieu où on peut facilement organiser des conférences qui seraient accessibles à toutes les associations, où on pourrait organiser des événements communs ou pas, un lieu convivial de rencontre et de mise en valeur des talents
Ça, je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de groupes qui se créent de rassemblements de petits entrepreneurs qui ne savent pas toujours comment faire leur démarche administrative, etc. Et donc d'avoir, un centre où les gens peuvent s'adresser et s'entraider, oui, c'est un bel idéal, je pense. Merci, on va essayer. Et à partager entre associations, ça serait vraiment très très bien. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu lourd pour une seule association de gérer une permanence, mais si c'est à tour de rôle, ça c'est... Ah oui, et puis sans distinction, oui, absolument. Une très belle idée. Ça rentre dans l'emploi du temps. Et justement, tu disais que vous avez eu beaucoup de changements en 2020, donc vous faites des balades en extérieur. Moi, je trouve ça formidable parce que ça rejoint tout à fait la volonté des Français, et des francophones en tout cas, qui veulent s'installer en Suisse. C'est quand même de trouver cet art de vivre suisse, mais à notre manière. Oui, tout à fait. Donc 2020, on fait beaucoup moins de choses à l'intérieur. Donc on a développé à la fois les activités extérieures, les visites de petites villes. Lundi, on a découvert Zug. Les bénévoles nous ont concocté un petit parcours. C'était vraiment très, très sympa. Et pour 2021, du coup, quels sont les projets ? Est-ce que vous avez pour 2021, on va continuer sur cette lancée, puisque de toute façon, rien ne va changer dans un premier temps. Ça sera très compliqué de faire des rencontres, dîner, déjeuner. Mais on va continuer donc sur ce type de balade, à la fois à l'extérieur... et aussi les activités en ligne. On a lancé un petit groupe de cuisine. On a lancé donc le café littéraire. La dernière fois a eu lieu en ligne. Cette fois-ci, on va voir. Parce que c'est vrai que pour s'échanger les livres, c'est pas très simple. Mais on va essayer de développer un maximum de propositions malgré toutes les contraintes sanitaires. Bon, les visites culturelles, pour l'instant, continuent. On a fait pas mal de visites de la ville de Zurich, 2 jours en ce moment de nuit, avec un guide. Tant que c'est possible, on va le faire. On va voir ce qui va se passer, dans quelle mesure il faudra qu'on se restreigne un petit peu, mais on va essayer de trouver autre chose en attendant que les jours meilleurs. Au niveau pratique, quelle est l'équipe actuelle ? Est-ce que tu peux me citer les personnes ? Alors, on est une équipe de 6. Donc, il y a Claire, la présidente. On a Audrey, qui est vice-présidente, qui est arrivée à Zurich il y a 1 an et demi. On a Armelle, qui est notre trésorière, qui est aussi arrivée à Zurich il y a 1 an et demi. Laetitia, qui est notre chercheuse de sponsors, aussi arrivée récemment. Et puis... Caroline qui est responsable de l'accueil, donc justement qui organise les cafés, les déjeuners, etc., pour que les gens puissent se retrouver, qui est là comme moi depuis 11 ans, et donc moi qui suis secrétaire générale. Donc on est une équipe de 6. Ouais, et toutes très sympas, je peux témoigner. Merci Jenny. Comment on rentre en contact avec vous au niveau pratique ? Donc si ça intéresse des personnes, après l'écoute de ce podcast, comment on peut suivre votre actualité ? Quelles sont les conditions d'inscription ? Est-ce que tu peux me dire un peu les détails ? Oui, alors je dirais que le canal principal pour nous contacter, c'est le site internet, donc zurichacceuil.ch, où là on trouve toutes les informations, y compris les informations pour cotiser, devenir membre, mais aussi donc tout le programme qui est proposé. Ensuite, on a aussi une page Facebook qui reprend nos activités régulièrement, surtout qui dit ce qu'on a fait. Et on a lancé 2 comptes Instagram, donc un sur les plutôt littéraires et un plutôt sur la culture. Ça, c'est récent, c'est aussi un peu pour répondre au manque pendant la pandémie. Voilà. Et puis, on envoie des newsletters régulières à nos membres. Donc, mais là, il faut être membre. Et donc, là, pour être membre, c'est très simple. En fait, la cotisation est de 65 francs par an par famille. Donc, c'est vraiment pour plusieurs personnes pour 1 année. Donc, je pense que c'est quand même une somme assez raisonnable par rapport à tout ce qu'on propose. Absolument. Et la plupart des activités proposées sont quand même offertes à nos membres aussi. Donc, on a vite récupéré. Et je dois rajouter qu'il y a un certain rythme des activités. Oui. Il y en a 2, 3... parfois plus par semaine. Oui, exactement. On essaye de vraiment... Et je pense que le dynamisme est encore plus grand depuis que la nouvelle équipe est en place et qu'on essaye aussi
de répondre justement au fait qu'on ne peut plus faire tout ce qu'on faisait, d'essayer de le faire autrement. Claire a dit des activités en ligne, donc on a un petit cours de cuisine, on a fait un café allemand en ligne, on a fait des conférences, on essaye aussi vraiment de développer ce côté-là pour garder le contact avec les membres en fait. Justement, vous avez développé beaucoup de ressources pour consolider cette solidarité malgré le contexte actuel. Et moi, c'est vraiment l'idée de mon podcast aussi, de l'union des forces, de la solidarité. Est-ce que, histoire de mettre en valeur ou en lumière d'autres associations, est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux à laquelle vous pensez et qui pourraient intéresser les auditeurs de ce podcast ? Alors moi, spontanément, je pense à Ozar, etc., qui est aussi une association qui est présente depuis très très longtemps à Zurich, qui fait un travail vraiment important dans le secteur, je dirais plutôt de l'éducation, qui fait venir des auteurs, qui essaye de les emmener dans les écoles suisses. Donc vraiment, le développement et faire connaître la culture francophone au monde local. C'est Sandrine, sa présidente, qui a aussi développé les cours Flammes à Zurich. Sandrine Charlot. Non, et je pense qu'ils sont très actifs dans un domaine qui leur est propre, mais qui est quand même très utile, qui est très utile à Zurich. Et puis, je pense pour faire rayonner vraiment la culture française localement. Et sinon, je pense aussi à Tapis Volant, qui est une plus petite association. Je ne sais pas depuis combien de temps elle existe, mais en tout cas, depuis que je suis à Zurich, elle est là, qui organise des spectacles de théâtre pour enfants. Et c'était vraiment un monde magique pour moi et mes enfants quand on est arrivé à Zurich. D'avoir des petits spectacles en français pour enfants, c'était vraiment quelque chose de très important. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas écouté mon épisode avec Salomé Baranov, qui travaille pour Tapis Volant, peuvent, après celui-ci, retourner sur l'autre épisode. Et quant à toi, Claire ? Oui, alors moi, une association francophone à laquelle je pense, ce sont les jeudis francophones, donc qui fonctionnent un petit peu différemment puisqu'il n'y a pas d'adhésion. Et donc, on s'inscrit à leur newsletter. Et visiblement, ce sont des jeunes professionnels, donc une catégorie d'âge un petit peu peut-être différente de Zurich Accueil, où il y a plus de familles avec des enfants. Mais ils sont visiblement aussi très, très actifs. Ils proposent beaucoup de choses, des visites, des afterworks. Sympa. J'espère pouvoir les interviewer. Et on organise des choses avec eux aussi de temps en temps. Notamment, on avait organisé en 2019 le dîner blanc avec eux, notre beau dîner de gala au bord du lac qu'on fait tous les ans, qu'on n'a pas pu faire cette année, qu'on espère faire l'année prochaine. Espérons, oui. Donc, on a bien vu votre association, ses volontés, ses valeurs, ses missions et comment vous contacter. Maintenant, j'aimerais parler de vous d'un point de vue plus personnel. Parce que je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant de connaître les conditions dans lesquelles vous êtes venus à Zurich, les motivations. Alors, si vous voulez bien, l'une après l'autre, si tu veux, Isabelle, commencer. Alors, tu es originaire de Belgique et c'est la 2e fois que tu t'expatries en Suisse. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire, aussi ton parcours professionnel, du coup ? Volontiers. Donc, je suis en fait économiste de formation. J'ai travaillé... Alors, pendant mes études, j'ai déjà fait des échanges à l'étranger, donc notamment en Italie et en Inde. Après, j'ai travaillé essentiellement dans des secteurs humanitaires ou associatifs, déjà, qui étaient aussi très tournés vers l'international, puisque j'ai travaillé comme responsable du marketing pour le commerce équitable en Belgique. Et puis, pour une association qui est assez connue aussi, qui s'appelle AFS, American Field Service, qui s'occupe d'organiser des échanges de jeunes dans le monde entier après la terminale. D'accord. Et en fait, j'ai pu aussi faire quelques mois pour cette association à Zurich aussi, puisqu'elle a une antenne à Zurich. Donc, quand je suis arrivée, j'ai aussi fait quelques mois là-bas. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant mon profil a posteriori, que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la rencontre avec les gens, les différences de culture et une meilleure compréhension justement entre cultures. Et donc ma famille est aussi une famille bilingue puisque mon mari est italien, donc on parle aussi 2 langues à la maison. Magnifique. 2 langues nationales. 2 langues nationales et on apprend la 3e lentement mais sûrement.
Voilà, et puis donc en fait, je suis arrivée à Zug la première fois pendant 4 ans et demi, donc pour le travail de mon mari. À l'époque, la Suisse était encore assez fermée au travail des femmes, et notamment des femmes expatriées, donc je ne pouvais pas travailler à l'époque, c'était en 2002. Ça a beaucoup changé depuis, et c'est un bien, je pense, pour la société. Voilà, donc après on est reparti en Belgique 3 ans et demi. J'avais retrouvé donc ce deuxième travail. Et puis après 10 mois, j'ai dû de nouveau arrêter pour revenir à Zurich pour le travail de mon mari. Et donc, de fil en aiguille, en fait, c'est aussi une chance, je trouve, l'expatriation, de pouvoir tester différents métiers. Donc, j'ai aussi, pendant longtemps, organisé des ateliers de cuisine pour enfants au lycée français. D'accord. J'ai fait du bénévolat aussi pour l'association de parents qui s'appelait à l'époque l'Amicale. Puis Zurich Accueil aussi depuis longtemps. Et de fil en aiguille, toujours par cet attrait pour les langues et pour la culture, je me suis reformée donc, comme professeure de français langue étrangère. Et donc ça fait 3 ans et demi que je travaille dans une école de langue en partie et comme indépendante en partie. De ce que j'analyse de ton parcours, c'est que quand on est femme expatriée, on n'a pas forcément de carrière linéaire, mais que justement on se renouvelle, et du fait de l'expatriation, on se rend compte des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur, et après on va dans cette direction-là. Alors c'est sans doute pas la même chose pour toutes les femmes, je pense. Il y en a pour le moment, peut-être c'était tout le monde comme ça. Qui vivent moins bien le fait de devoir renoncer à une carrière linéaire, justement. Et il y en a qui, maintenant, je pense, en arrivant à Zurich, on entend quand même de plus en plus de femmes qui trouvent tout de suite un travail plus régulier et à temps plein qu'avant, que lors notamment de ma première expatriation, où c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus rare. Ouais, c'est un fait. Voilà, pour moi, je le vois vraiment comme une chance aussi d'avoir pu explorer plein de choses et finalement retomber sur un secteur sur lequel je ne serais pas forcément allée, mais qui me satisfait aussi. Alors maintenant, tu es enseignante de FLE, français, langue étrangère. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'expression langue étrangère, alors que c'est une langue nationale suisse. Et justement, comment est-ce que tu pourrais définir le statut du français à Zurich par rapport au suisse alémanique? Est-ce que si tu as des élèves vraiment zurichois ou de suisse alémanique, comment est-ce que tu vois leur rapport au français? Alors, je suis moyennement d'accord. C'est vrai que c'est une langue nationale, mais à Zurich, c'est une langue étrangère, vraiment. Je pense que c'était moins vrai avant, parce que notamment les personnes âgées, si on a l'occasion de demander son chemin en essayant de se débrouiller en allemand, très souvent répondent dans un français parfait. Ce qui a changé, je pense que ça change. Et d'ailleurs, la décision du canton, visiblement, de supprimer le français de l'examen du Gimmi-Prüfung à partir de 2022 est aussi un... c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Non, je pense que c'est un recul, en fait, aussi pour l'identité du pays. Et je viens aussi d'un pays où il y a plusieurs langues, où c'est important que chacun puisse communiquer l'un avec l'autre. Et je pense que c'est dommage quand on supprime l'apprentissage d'une des langues nationales. Ça vient de quoi, du coup? Tu penses du manque d'intérêt des élèves je ne peux pas l'analyser. En tout cas, oui, je pense que le français reste quand même un atout pour les Suisses allemands, comme pour les Suisses italiens, par rapport à leur pays, et justement de pouvoir défendre une candidature. C'est toujours un avantage de parler une langue supplémentaire. Donc ça, c'est dommage. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à Zurich pour la culture francophone ou française. Je pense que les gens ont un vrai attrait pour ça aussi. Alors, dans les élèves que j'ai, en fait, dans les adultes, c'est pas vraiment des Suisses. Mais par contre, dans les enfants, j'ai des enfants qui préparent notamment le Gimmi-Prüfung et que j'aide à retravailler la grammaire, etc., et qui ont quand même un intérêt pour ça. Donc voilà, ce serait dommage que ça s'arrête. Je voulais te demander, quel est du coup ton rapport à la culture, à l'éducation? Est-ce que ça fait partie des valeurs fondamentales de ta personnalité? Et est-ce que tu penses qu'on a, en tant qu'expatrié, une identité propre par rapport à ces thèmes? Je pense que
La grosse difficulté à Zurich reste la langue locale. Et même après 11 ans, avec tous les efforts qu'on peut faire pour apprendre le Hochdeutsch, le suisse-allemand reste quand même un mystère et un obstacle en fait à la vie quotidienne et au développement de relations plus profondes avec la communauté locale. Et ça, je le regrette. Et je le dis en ayant vraiment fait tous les efforts que je pouvais pour apprendre l'allemand. Donc voilà. Évidemment, l'accès à la culture française ou francophone est compliqué. On a perdu énormément de librairies, par exemple. Il y avait beaucoup plus de librairies francophones. Ah, il y en a déjà eu ? Oui, il y en a eu. À un moment, il y en avait au moins 3 ou 4. Et assez grandes. Et tout, au fur et à mesure des années, ça a disparu. Donc, il reste un rayon. Il y a toujours une demande pour ça. Hein. Oui, donc il y a un petit rayon chez Aurel Fuseli. Bon, c'est déjà bien. Et la FNAC pense à ouvrir. Ah, à Zurich, ok. Ils y pensent. Ça, c'est un scoop. Ça reste un gros groupe et c'est pas la petite bouquinette. Mais donc, effectivement, le fait de ne pas pouvoir aller flâner dans une librairie, de ne pas pouvoir aller au théâtre facilement en français, font que finalement, les expats se rassemblent par communauté linguistique. Est-ce que tu vas au théâtre en allemand ? J'ai essayé, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et donc, je pense que le rôle d'associations comme la nôtre est vraiment important, et d'autant plus important par rapport à ce contexte qui n'est pas facile, en fait. Absolument. Merci Isabelle pour ce partage. Et quant à toi, Claire, est-ce que tu peux nous parler de tes origines, de ce qui t'a amené ici ? Donc en fait, moi, nous n'avons jamais été expatriés, même si mon mari est d'origine allemande, donc nous avons aussi un bilinguisme en théorie. Chez nous, le français a toujours été la langue partagée en famille et parlée en famille, et nous n'avons pas vécu l'occasion de vivre en Allemagne. Donc pour moi, c'est la première expatriation, en dehors d'une expatriation quand j'étais étudiante. Donc j'ai une formation de juriste, et donc j'ai fait un parcours à Montréal, au Canada. Et c'était ma seule expatriation. Ensuite, j'ai travaillé dans l'assurance aviation parce que j'avais cette spécialité en droit. Et puis, nous avons bougé plusieurs fois. On a fait pas mal d'allers-retours entre Aix-en-Provence et Paris notamment. Donc, j'ai dû chaque fois un petit peu adapter. Je me suis ensuite tournée vers le monde associatif et avec mes compétences de juriste, en fait, j'ai fait du droit de la consommation et j'ai donc œuvré dans une association assez connue en France qui s'appelle Que Choisir, puisqu'ils ont un magazine qui est quand même très connu. Par la suite, nous avons de nouveau bougé et donc je me suis retournée vers d'autres associations et en particulier, j'ai repris en 2009-2010 d'autres études d'histoire, donc juste pour le plaisir, sans visée professionnelle. Et après, des études d'anglais. Donc j'ai tout ça à Paris, dans un contexte évidemment avec toutes les universités. J'étais à la Sorbonne Nouvelle pour l'anglais. Donc, moi aussi. On a dû se croiser. Donc j'étais Paris permet de faire des choses comme ça. Mais quel parcours riche. Et tu as donc beaucoup de compétences, tout un éventail de compétences. Est-ce que tu penses qu'ici, ce serait possible de les mettre... en dehors de l'association ? Alors en fait, les valoriser professionnellement, je ne pense pas. L'histoire, c'était juste pour le plaisir. L'anglais, je pense que tout ce qui est enseignement en anglais, il demande des native speakers. Donc Donc, je pense au sein d'une entreprise Au sein d'une entreprise peut-être, mais c'est vrai que j'ai choisi le monde associatif avec Zurich Accueil. Je pense que je trouve largement de quoi m'investir, et c'est aussi très satisfaisant avec une équipe très sympathique et je pense que c'est un beau projet qui correspond aussi à mon besoin d'une certaine liberté. Je vais régulièrement à Paris, j'ai ma famille, mes enfants. Donc, même si en ce moment, il y a une petite parenthèse, mais le monde associatif me permet aussi d'être plus libre que si j'avais un travail salarié, évidemment. Et quelle est ton analyse sur le monde professionnel à Zurich, de ce que tu entends, de ce que tu vois ? Oui, moi, j'ai l'impression que les personnes, les professionnels sont très bien formés en Suisse, peut-être par rapport à la France ou je pense que en tout cas, c'est professionnalisant. Ils sont formés pour le rôle qu'ils vont tenir. Je pense que ça vient de leurs études et de l'apprentissage. Et ça, c'est un problème en France. On n'a pas l'équivalent. J'ai l'impression quand même que c'est assez fermé
aux femmes et que la société suisse est assez traditionnelle, même si Isabelle a l'air de dire que ça évolue. Il y a quand même le rôle de l'homme, le rôle de la femme, très traditionnel, qui, dès qu'elle a des enfants, s'occupe de ses enfants, puisque c'est extrêmement coûteux de les faire garder. C'est quasiment, j'imagine, parfois le salaire qu'elle pourrait gagner, et même plus, les crèches. Donc ça, c'est quand même un obstacle qui n'existe pas en France, parce qu'en France, au contraire... 70% des femmes, je crois, travaillent. Donc, pas forcément par choix, il y a aussi pour des raisons financières parfois. Mais en tous les cas, elles ont la possibilité de faire garder leurs enfants très très jeunes, dès 3 mois, les crèches en France, contrairement à la Suisse ou à l'Allemagne. C'est très important de le faire savoir aussi aux nouveaux arrivants, éventuellement, afin que... Voilà, qu'il n'y ait pas le choc, qu'il y ait un petit peu moins tout à fait. Moins choc des cultures. De ce côté-là. Absolument. Oui. Et donc, quel autre conseil donnerais-tu à des nouveaux arrivants, à des gens qui s'installent pour que ça se passe bien ? Tout d'abord, adhérer à Zurich Accueil, ça c'est sûr. Oui. Par ailleurs, apprendre la langue, même si on n'a jamais fait d'allemand avant, faire cet effort, sans se dire je vais pouvoir parler à tout le monde dans un an ou deux, parce que c'est pas forcément ça, mais au moins pouvoir lire, pouvoir amorcer une conversation et spontanément ceux qui peuvent vont changer de langue, vont passer à l'anglais ou vont passer au français quand ils vont détecter votre accent. Mais ne pas être complètement hermétique à la langue et ne rien comprendre, je trouve que c'est un vrai handicap et c'est vraiment très très dommage. L'idéal, en fait, ce serait d'apprendre avant d'arriver à Zurich. Oui, bien sûr. Oui. Si des personnes préparent leur expatriation... Tout à fait, se mettre déjà à l'allemand, tout à fait. Au moins pour pouvoir lire les documents administratifs, voilà. Dans la rue, un petit peu, voilà. Les banques, oui, absolument. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour finir, merci déjà de cet échange. Et je pose toujours une question parce qu'elle me tient à cœur. J'apprends après de vous et je reste avec ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Et c'est un trésor de partage aussi pour les personnes qui écoutent le podcast. Est-ce que vous avez une citation, un livre en particulier ou un proverbe qui vous suit dans votre vie? Claire, tu veux commencer ? Un livre en particulier, non, parce qu'en fait, moi, je lis beaucoup et il y a beaucoup de livres que j'ai adorés, et donc je ne peux pas dire il y a un livre que j'ai préféré, et je peux parler de livres récemment lus. C'est impossible. Mais la citation que j'aime beaucoup, c'est « Le livre est une fenêtre ouverte sur le monde ». C'est Julien Green, c'est une citation de Julien Green. Je pense que cette citation, pour moi, est très importante. Je veux dire, ceux qui ne lisent pas sont un peu enfermés. Et le fait de lire, je trouve, c'est une ouverture sur tout, sur le monde, sur la vie, sur l'expérience, sur le psychisme des autres, ce qui peut être vécu. C'est juste une fenêtre ouverte. Et à contrario, quand la fenêtre est fermée, il y a un appauvrissement, à mon avis, certain et qui est très, très dommageable pour la personne. Et c'est là que peuvent naître des rancœurs sociales. Oui, tout à fait. Et essayer de comprendre... on arrive à comprendre d'autres cultures, d'autres personnes en lisant et en découvrant qu'il y a autre chose que notre tout petit monde à nous. Et le livre le permet encore mieux que le cinéma ou d'autres médias. Absolument. Ça fait vivre plusieurs vies. Tout à fait. On peut vivre à travers les personnages. Exactement, oui. Et quant à toi, Isabelle ? Alors moi non plus, je n'ai pas un livre en particulier, mais j'ai une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Et je trouve que ça reflète aussi l'expatriation et la période que nous vivons en ce moment. Très très beau. Alors là, c'est tout à fait inspirant. Merci Claire et Isabelle d'avoir répondu à mes questions et si bien parlé de votre association. Merci de ce service que vous proposez et qui participe à aider la communauté francophone à trouver des parenthèses de rencontres de qualité. Contactez Zurich Accueil si vous êtes intéressé. Je mettrai le lien dans la bio du podcast. Merci aussi du partage de vos histoires personnelles. C'est toujours intéressant et ça permet aux autres expatriés de se sentir finalement moins seuls. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Partagez Franzine, le podcast d'entraide des francophones de Zurich. À bientôt.